Bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Les réactions fusent après les propositions de l'UMP sur le revenu de solidarité active, tandis que le parti majoritaire propose à nouveau des heures de travail pour les bénéficiaires du RSA. Dominique de Villepin compare l'UMP au Front National. Notre invité politique André Chassaigne, candidat aux primaires du Front de gauche, nous dira ce qu'il en pense. L'ambiance est à l'orage au sein de la droite parisienne. L'hypothèse d'une candidature de François Fillon aux législatives de 2012 provoque la colère de certains élus qui dénoncent le parachutage du chef du gouvernement. Pour d'autres, au contraire, c'est le marchepied idéal dans la conquête de l'Elysée en 2017. Analyse à suivre de Carole Barjon, journaliste au Nouvel Obs. Et puis on s'y attendait, le rapport Ciotti qui entend durcir l'exécution des peines de prison fait réagir. Sans surprise, les propositions du monsieur sécurité de l'UMP sont dénoncées à gauche. Ségolène Royal pointe toutefois une bonne proposition, la création d'un service civique encadré par l'armée, une idée qu'elle avait déjà lancée en 2007. Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Ce soir, la majorité repart à l'assaut du RSA. À la veille de la convention sur le thème de la justice sociale organisée par l'UMP, Jean-François Copé propose des heures de travail à certains bénéficiaires du RSA. La réaction la plus vive est venue de Dominique de Villepin, le président de République Solidaire, compare l'UMP au Front National. Margot Aubrio. Des heures de travail rémunérées à la place de travaux d'intérêt général effectués bénévolement. C'est la grosse différence entre la proposition de Marc-Philippe Daubresse et celle de Laurent Wauquiez. Mais dans les deux cas, en cas de refus renouvelé de ces contrats, le bénéficiaire verrait son RSA diminuer de manière dégressive. L'idée est de prévoir un contrat, peut-être 5 heures par semaine, avec une collectivité pour participer, moyennant bien entendu le salaire, participer à un travail d'utilité générale du style soutien scolaire, sortie d'école, accompagnement de personnes. Même si l'idée de remettre les gens au travail est bien là, la méthode n'est pas tout à fait la même et elle séduit davantage au sein de l'UMP. Si on leur propose du travail et qu'ils sont rémunérés même à la hauteur du SMIC, on ne peut être que pour. Il s'agirait de contrats aidés, financés par l'État et les collectivités locales, rémunérés au SMIC. Pour Valérie Létard, rien de très révolutionnaire. Il y a juste un problème de moyens et d'enveloppe. Donnons plus de contrats aidés aux territoires, aux arrondissements, aux directions du travail, pour pouvoir accompagner les collectivités et les associations. Mais pour certains, comme la sénatrice Sylvie Desmaresco, ancienne assistante sociale, favorable aux travaux d'intérêt général proposés par Laurent Wauquiez, cela pose d'autres problèmes. Je reste convaincue qu'on fait marche arrière par rapport à ce qu'avait proposé Laurent Wauquiez. Ils vont dépasser ou égaliser, être à égalité avec les personnes qui travaillent au SMIC et des fois des SMIC très bas. De toute façon, ce dispositif ne concernerait qu'une partie des bénéficiaires du RSA, soit environ 800 000 personnes, à condition que les départements acceptent de financer le dispositif. L'ambiance est à l'orage au sein de la droite parisienne. L'hypothèse d'une candidature de François Fillon aux législatives de 2012 provoque la colère de certains élus qui dénoncent le parachutage du chef du gouvernement. Pour d'autres, au contraire, c'est le marchepied idéal dans la conquête de l'Elysée en 2017. Tous les détails avec Jérôme Rabier. La guerre est déclarée pour les sénatoriales dans la droite parisienne. Malgré la liste officielle investie hier par l'UMP, des élus parisiens s'insurgent contre ce choix. En cause, l'éviction de cette liste de Pierre Charon, ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. 6 maires UMP d'arrondissement sur 8 prônaient sa candidature, mais c'est un proche de François Fillon qui occupera sa place sur la liste UMP. Maintenant que la liste est investie par le parti, le débat est clos pour les heureux élus. C'est une liste qui rassemble des sortants comme moi-même, une ministre qui conduit la liste qui était souhaitée par le président de la République. Donc pour moi, c'est la bonne liste. Moi, j'en ai un petit peu assez de ces élus qui veulent absolument forcer la main. Il faut convaincre et c'est ça qui est important en politique. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'entends faire et j'espère qu'on va y arriver avec cette liste. Et si les sénatoriales sont les prochaines élections, ce sont aussi les législatives de 2012 et les municipales de 2014 qui sont en ligne de mire des différents camps. Avec l'arrivée possible de François Fillon dès 2012 dans la capitale, une question prématurée pour certains. Je crois que le scrutin qui compte aujourd'hui, c'est les sénatoriales. Après, c'est le scrutin essentiel de la présidence de la République. Après viendra les législatives et les municipales, c'est une autre histoire et c'est dans pas mal de temps.
Des sénatoriales qui servent donc à chaque camp pour s'armer en vue de futures échéances. Un jeu dangereux qui pourrait faire perdre 1 ou 2 sièges à la droite sur les 5 qu'elle compte actuellement dans la capitale. Des sièges qui pourraient également compter dans la bataille de la droite pour conserver le Sénat en septembre. Et pour réagir à toute cette actualité ce soir, notre invité politique, il va réagir dans un instant. André Chassaigne, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes député communiste du Puy-de-Dôme et candidat aux primaires du Front de gauche face à Jean-Luc Mélenchon. On va en parler dans un instant. Avec nous également, Carole Barjon, bonsoir, bienvenue à vous, journaliste au Nouvel Observateur. On va parler du ciel qui s'assombrit un petit peu sur la droite parisienne. François Fillon, semble-t-il, a envie de devenir député, puis maire. Et la suite, c'est quoi ? On pense que généralement, François Fillon a tout à fait l'intention de concourir pour 2017, c'est-à-dire être candidat à la présidence de la République. Mais pour ça, il y a plusieurs étapes à franchir. Et donc, il paraît acquis qu'il envisage de se présenter aux législatives en 2012 à Paris. Et donc quitter son fief, qui est celui de la Sarthe. Bon. Mais il a plusieurs options qui s'offrent à lui. Ce qu'il a dit pour le moment, enfin, ce qu'on a compris, voilà, c'est qu'il était très intéressé par une circonscription législative. Ça ne veut pas dire qu'il briguera pour autant la mairie de Paris automatiquement. Alors, tout ça ne plaît pas beaucoup. Je vais vous laisser, on va continuer notre chronique. Ça ne plaît pas beaucoup à certains élus. On va écouter, avant de poursuivre, la réaction de Rachida Dati, qui est la maire du 7e arrondissement. C'était ce matin sur RTL. On l'écoute. Dans le climat dans lequel nous sommes en ce moment, c'est-à-dire qu'il y en a un petit peu assez qu'on s'essuie toujours les pieds sur les femmes. Donc je ne vois pas comment François Fillon peut arriver, ça ne lui ressemble pas, m'évincer, simplement au seul motif qu'il est Premier ministre ou qu'il en a marre de la Sarthe. Que je rappelle, la Sarthe qui a permis de lui, la carrière qu'il a eue et de le conduire au poste de Premier ministre. Donc ça serait un petit peu ingrat vis-à-vis de ses électeurs et de son département, mais aussi ça serait un peu violent de pratiquer la politique de cette manière. Vous savez, moi j'ai fait le boulot, donc c'est simplement de me respecter et de respecter le travail que je fais sur le terrain. Voilà. Carole Barjon, la charge de Rachida Dati, ça vous fait ça, est violente. Elle est très forte. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La réaction Rachida Dati, je veux dire, après tout, elle profite assez merveilleusement de l'ambiance que nous connaissons de l'après DSK, hein, et donc du fait qu'il faut aujourd'hui quand même traiter les femmes de manière convenable. Bon, donc très bon. Elle rappelle qu'il va abandonner ses électeurs dans la Sarthe et qu'elle a fait le boulot. Là où elle exagère peut-être un tout petit peu, c'est qu'elle dit qu'elle a fait le boulot. Elle est maire du 7e arrondissement. Bon. Ce qui lui donne éventuellement une légitimité, effectivement, à briguer la circonscription. Mais François Fillon ne lui conteste pas sa place de maire du 7e. Il veut la circonscription. Bon, c'est clair. On va préciser à nos téléspectateurs notre question sur ce thème avec notre partenaire lefigaro.fr. La voici. Elle s'affiche sur vos écrans. Elle arrive. Législative 2012. François Fillon a-t-il ses chances à Paris? Oui, pour 62% des votants. Non, pour 32% d'entre eux. Donc, il aurait une légitimité, en tous les cas, à aller un peu plus loin que la Sarthe. Oui, mais je crois qu'il faut que ce soit très clair. Je ne suis pas du tout certaine que François Fillon vise réellement la mairie de Paris. Parce qu'aujourd'hui, quand on vise, s'il veut être président de la République, on sait qu'aujourd'hui les temps ont changé et qu'autrefois on l'a dit beaucoup pour Jacques Chirac, que la mairie de Paris avait été un tremplin. Ça n'est plus du tout sûr que ce soit le cas aujourd'hui où les gens veulent un maire à plein temps, surtout pour une grande ville et la capitale de la France. Et donc il va avoir un dilemme, c'est qu'il devra choisir si Sarkozy est battu, est-ce qu'il reste 5 ans député en préparant sa présidentielle? Parce que s'il se présente en 2014 à Paris, ça peut être un empêchement pour la présidentielle. Si Sarkozy est réélu, là, c'est un peu différent. Il peut éventuellement briguer l'hôtel de Lassay, par exemple. Le jeu est ouvert. Merci beaucoup, Carole Barjon, pour votre analyse et votre décryptage. À la suite du 22h, dans un instant, notre invité politique, il est là, il est sur le plateau. Mais d'abord, une candidature, une de plus ce soir, une de plus à gauche, celle de Manuel Valls. Il l'a annoncé tout à l'heure aux 20h de TF1. On l'écoute. J'ai décidé, oui, de reprendre ma marche en avant, d'être candidat à l'élection présidentielle à travers les primaires
qui doivent mobiliser, non pas les militants socialistes, mais des millions de Français. Et à 48 ans, avec mon expérience, je suis convaincu que je suis capable de mobiliser nos concitoyens en leur parlant de recherche, d'innovation, de culture, en leur disant que la sécurité est une priorité, que nous pouvons faire beaucoup mieux que Nicolas Sarkozy, en réconciliant aussi la gauche, mais d'une manière plus générale, les Français avec l'entreprise. Un autre candidat est sur notre plateau, il est candidat aux primaires, on va l'appeler comme ça, aux primaires du Front de gauche face à Jean-Luc Mélenchon, notre invité André Chassaigne. À l'image de la candidature de Manuel Valls, les candidatures des outsiders ou petits candidats bourgeonnent à gauche, est-ce que ça ne vous fait pas offense qu'on dise outsider ou même petit candidat? Vous vous considérez comme tel? Je me considère un peu à part, parce que je crois que la totalité de ceux qu'on appelle les petits candidats ont été invités un jour ou l'autre sur France 2, sur TF1, sur France 3. Moi, je suis très content d'être ici ce soir pour avoir au moins un lieu pour m'exprimer, ce qui est extrêmement rare en ce qui me concerne. Et c'est normal qu'on ait tous les candidats des différents partis. Alors quand on est crédité d'un petit pourcentage quand même, comme Manuel Valls, qu'est-ce qui fait qu'on veut aller et qu'on va jusqu'au bout? Je crois que c'est avant tout pour faire avancer des idées. C'est faire avancer des idées. Et je pense que tous les candidats, quels qu'ils soient, je l'espère du moins, sont là pour faire avancer leur conception de la politique. C'est ce que j'essaie de faire quant à moi. Mais André Chassaigne, quand on regarde un petit peu l'organisation de ces primaires, on a l'impression quand même que le décor est planté et que les acteurs, vous et Monsieur Mélenchon, connaissaient déjà vos rôles et que le film, on connaît déjà la fin de ce film. Jean-Luc Mélenchon sera adoubé par les militants communistes. Non, je crois qu'il y a quand même un scénario qui est différent de celui qui était prévu. Ah. Il y a une volonté qui s'est manifestée d'une expression des communistes à la base. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui était prévu? Nous avons une conférence nationale. La consécration de M. Mélenchon. Une conférence nationale le week-end dernier où les délégués qui étaient les représentants des fédérations, des départements du Parti communiste français devaient effectivement s'exprimer sur un projet de résolution, un paquet complet, avec, dans cet empilement, Jean-Luc Mélenchon. Mais vous êtes quoi, le grain de sable qui va venir enrayer cette mécanique? Peut-être, mais ça a été fait à 63%, donc il faut dire que, en fait, les communistes seront à s'exprimer à partir d'une proposition faite par les délégués de la conférence nationale à 63%. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que d'autres candidats seront soumis au vote, alors qu'à l'origine, ça devait être l'acceptation ou le rejet. En quoi vous feriez un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon? En quoi vous faites d'ailleurs un meilleur candidat que Jean-Luc Mélenchon? Je crois qu'avec Jean-Luc Mélenchon, qui en dehors de toute la valeur qu'il peut porter, c'est vrai que c'est une personne qui a énormément de qualités d'expression, en particulier une forte personnalité. Je crois qu'en ce qui me concerne... peut-être, il en joue? Non, mais je crois qu'en ce qui me concerne, je porte une conception de la politique complètement différente. C'est-à-dire? On est actuellement dans une politique qui est formatée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui peuvent s'exprimer, c'est des personnalités qui sont choisies par les médias, c'est des personnalités qui portent un discours... Je vous interromps un instant. Est-ce que vous saviez que M. Mélenchon disait la même chose il y a quelque temps avant de pouvoir accéder à tous les plateaux? Mais ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on veut couper le débat qui est le débat de fond. Le débat de fond, c'est quoi? Eh bien, c'est que les Françaises et les Français puissent se saisir des questions qui les concernent au quotidien, sur leur vie. Or, aujourd'hui, on a un défilé de super personnalités et à partir de là, on écarte absolument tous les débats de fond. Quand on discute, comme tout à l'heure, de Fillon, de Rachida Dati, je me demande comment ça peut concerner en fait les Françaises et les Français, sinon les amener au rejet de la politique. Et je crois que c'est ça qui est important. Un sujet qui concerne les Français, c'est le RSA. Jean-François Copé suggère de mettre au travail les allocataires du RSA pour reprendre, dit-il, le goût au travail et ne pas favoriser la logique de l'assistanat. Il est très virulent avec le Parti communiste, ce même Jean-François Copé, puisqu'il dit, il juge vos critiques ignobles, les critiques du Parti communiste, il les assimile un petit peu au retour du service du travail obligatoire, c'est-à-dire des heures sombres de l'histoire. Que lui répondez-vous? Non, moi je pense, quand on évoque ce type de questions sur le RSA, je pense à des personnes que je connais. Des personnes que je reçois dans ma permanence, que je croise dans la circonscription dont je suis le député. Des personnes qui sont en difficulté et qu'elles veulent quoi, ces personnes? Elles veulent du travail, elles veulent un travail complet, elles veulent pas quelques heures, elles veulent pas que dans un village, dans un quartier, on les montre du doigt. C'est du travail qu'il faut. Et il y a une véritable souffrance et c'est pas 5 heures par semaine. Je trouve que c'est ignoble ce type de proposition. C'est ignoble. Il faut de la dignité aujourd'hui. Et vous avez des personnes qui vivent avec très peu,
qui veulent travailler et qui ne trouvent pas de travail. Rentrons dans le détail. Ce sont des heures de travail, certes, mais c'est aussi un salaire minime. C'est 90 € peut-être de plus, mais c'est quand même quelque chose qui peut venir en plus. Est-ce que vous êtes une excellente journaliste, c'est combien d'heures de travail par semaine? Ne me flattez pas. C'est combien d'heures de travail par semaine qu'on propose? C'est moi qui pose les interviews. C'est 5 heures de travail par semaine? 5 heures de travail par semaine? On ose proposer 5 à 10 heures de travail par semaine à des personnes qui sont en souffrance, qui ont peu d'argent pour vivre, qui veulent véritablement avoir un travail à temps plein, qui vont jusqu'à solliciter aujourd'hui des travaux dans des communes, sur des contrats aidés, pour leur permettre d'obtenir même pas un SMIC souvent, parce que c'est pas un temps complet. Moi je trouve ça, ce type de proposition, c'est vouloir montrer du doigt des personnes qui sont en difficulté, c'est véritablement, je trouve que c'est absolument scandaleux. Et la pire des choses, ça serait de s'habituer au scandale, c'est là le vrai scandale. Vous avez dit tout à l'heure que vous rencontrez ces gens, que vous partez à leur rencontre. Ouais. Est-ce que vous aussi, à l'image un petit peu de ce que dit François Hollande et ce qu'il défend, est-ce que vous êtes, je vais le mettre entre guillemets, parce que c'est lui qui a proposé, enfin qui parle de ce concept, un candidat normal? Vous savez, je ne sais pas ce que ça veut dire qu'un candidat normal. Je crois qu'il y a dans ce pays... Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas formaté. En quoi vous êtes différent des autres candidats que l'on voit? Je crois que c'est ma façon de vivre dans un village, d'être au plus près des gens, de recevoir régulièrement les lundis, les vendredis, d'avoir un contact direct avec la population que je représente à l'Assemblée nationale. C'est essayer, je crois, et ça c'est anormal, j'ai un côté très anormal, c'est essayer de travailler en fait avec les habitants de ma circonscription pour construire avec eux des propositions de loi, faire une espèce de bouillonnement démocratique. Ça c'est plutôt anormal. Ce qui est normal aujourd'hui en politique, c'est que tout se décide en haut, c'est qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Moi, ce que je souhaite, c'est que le plus grand nombre puisse reprendre en main son devenir, son avenir. C'est ça qui me semble important. Merci beaucoup, André Chassaigne, d'avoir été notre invité ce soir. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. C'est le tour de l'info. Il est préparé par Mounir Soussi avec ce soir le geste qui fait polémique d'Henri Emmanuelli. Je vous laisse regarder. Les produits maraîchers boudés par les consommateurs, l'Union européenne réagit et donne un coup de pouce à ses producteurs. Une enveloppe de 150 millions d'euros a été débloquée par les ministres de l'Agriculture, réunis au Luxembourg afin de soutenir la filière confrontée à la crise de la bactérie E. coli. L'aide devrait seulement couvrir la moitié des pertes des agriculteurs de l'UE. La bactérie a fait 2 nouvelles victimes aujourd'hui, portant à 25 le nombre de morts en Europe. 700 malades sont dans un état jugé sérieux. Les scientifiques n'ont toujours pas identifié l'origine de la contamination. Les enquêteurs doivent encore examiner 17 échantillons de germes de soja provenant de 7 fermes allemandes. Mais les autorités de Basse-Saxe préviennent que ces recherches pourraient être infructueuses. Les bombes n'y font rien, Mouammar Kadhafi ne s'incline pas. À Tripoli, sa résidence a été pilonnée par des raids aériens ce matin. Le guide libyen a choisi ce moment pour diffuser un enregistrement audio dans lequel il affirme qu'il ne se soumettra pas et il appelle à la résistance. En parallèle, l'Union européenne a pris de nouvelles sanctions contre le régime libyen. Elle a gelé les avoirs de 6 autorités portuaires contrôlées par le pouvoir. Séance agitée à l'Assemblée nationale. En plein débat sur la réforme de l'impôt sur la fortune, la gauche annonce déjà que si elle gagne en 2012, elle reviendra sur cette mesure. Accusé par l'opposition de faire un cadeau aux plus riches, François Fillon a répliqué sèchement. Est-ce que vous avez pris des mesures contre les paradis fiscaux? Jamais. Est-ce que vous avez pris des mesures contre les stock options? Jamais. Non seulement vous n'en avez pas pris, mais je vous le rappelle à chaque fois que j'en ai l'occasion, en 2000, vous avez même pris des mesures pour alléger la fiscalité sur les stock options. Une attaque très mal reçue sur les bancs de l'opposition, tellement mal reçue qu'Henri Emmanuelli laisse échapper ce geste furtif, un doigt d'honneur adressé au Premier ministre. Le président de la Chambre, Bernard Accoyer, va se pencher sur ces images. Le député des Landes, ancien président de l'Assemblée nationale, se défend d'avoir manqué de respect au Premier ministre, mais il pourrait être sanctionné d'un rappel à l'ordre et d'une pénalité financière. Fin ce soir de la mission d'information sur le Mediator au Sénat. La dernière audition a été clôturée par Xavier Bertrand. Pour le ministre de la Santé, il y aura un avant et un après Mediator. J'ai pas voulu être mystérieux sur des orientations que j'ai, sur notamment comment doivent être mis les médicaments sur le marché, qu'est-ce qu'on doit faire comme surveillance une fois qu'ils sont mis sur le marché. Les conflits d'intérêts, les déclarations d'intérêts, il faut aller très loin là-dessus parce que s'il n'y a pas de transparence, il n'y aura pas de confiance. Le drame du Mediator qui a tué entre 500 et 2000 patients selon les estimations.
doit ouvrir une profonde réforme de la politique du médicament dès la fin du mois de juin. Sur le plan judiciaire, la Cour de cassation examinera demain la possibilité de regrouper toutes les poursuites des victimes au tribunal de Paris. Actuellement, le tribunal de Nanterre instruit plusieurs volets de l'affaire. Et avant qu'il ne soit remis au président de la République, aujourd'hui même, le rapport Ciotti sur l'exécution des peines de prison était présenté comme un rapport choc. Eh bien, le document est à la hauteur de sa réputation. On va en parler avec nos invités ce soir. Virginie Valton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Et avec nous également, le sénateur UMP, François-Noël Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Madame Valton, je vais revenir d'abord sur un chiffre frappant, je crois, qui a dû interpeller tout le monde. C'est 90 000 peines prononcées, non exécutées. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est 80 000 et c'est effectivement le cas, mais quand on parle d'un rapport choc, c'est un chiffre en tous les cas qui était connu déjà du temps où Michel Alliot-Marie était garde des Sceaux. Ce n'est pas les peines les plus lourdes. On va peut-être le préciser non. déjà. Voilà. Ce sont en général des courtes peines d'emprisonnement. François-Noël Buffet, est-ce que vous êtes d'accord, on va détailler les mesures de ce rapport, est-ce que déjà sur l'ensemble, vous êtes d'accord sur sa tonalité, on parle d'un durcissement, est-ce que vous êtes d'accord sur tout ce que représente ce rapport ? Je suis d'accord sur le fait que 80 000 peines prononcées par les tribunaux français qui ne sont pas exécutées, c'est un vrai problème. Donc il faut y apporter une solution. Je suis d'accord avec un certain nombre de mesures qui sont proposées, incontestablement, qui peuvent avoir beaucoup d'intérêt. Je ne suis pas d'accord, en revanche, pour stigmatiser les choses et considérer que... Quand vous dites les choses, c'est les magistrats? Non, attendez, stigmatiser le fait qu'il faille à tout prix forcément mettre les gens en prison. Oui, bien sûr, il est parfois nécessaire et absolument obligatoire de le faire. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et sur des peines, on parle bien de peines de courte durée. Et le texte qui a été voté lorsque Mme Rachida Dati était garde des Sceaux a prévu, et le Sénat avait contribué à cela, à ce que les peines prononcées inférieures à 2 ans, le magistrat puisse avoir, juge d'application des peines, la liberté totale pour faire exécuter cette peine. Et je crois que ça a été salué à l'époque comme une avancée. Et il me semble qu'aujourd'hui, sur ce point-là, notamment, mais il peut y en avoir sur d'autres, nous avons besoin d'y voir plus clair dans l'application de ce texte avant d'aborder éventuellement d'autres façons de faire. Est-ce que vous êtes d'accord sur ces points-là? Ça peut être consensuel? Vous avez la même analyse? Autant de peines inexécutées, effectivement, ça pose problème. Et puis, il y a une question de cohérence, puisqu'il y a des lois qui sont votées avec des moyens qui ne suivent pas forcément. Et ensuite, on vient dire, finalement, cette loi-là ne fonctionne pas. Et 18 mois après, M. Ciotti propose de revenir sur, effectivement, un des éléments phares de la loi pénitentiaire de novembre 2009, alors qu'on ne sait pas si, avec les moyens suffisants, ces dispositifs n'auraient pas fonctionné de manière utile pour lutter contre la récidive. Lui dit que dans ce rapport, il prévoit des moyens supplémentaires, que c'est justement un premier pas justement pour vous accorder plus de moyens, que c'est un état général de ce qui se passe. Est-ce que vous le recevez comme ça, comme quelque chose qui va vous permettre... Mais ça n'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau dans le rapport de M. Ciotti, à part quelques petites mesures qui ne sont pas présentées d'ailleurs comme les mesures phares du rapport. La question des moyens, il était déjà évoqué la difficulté des services d'insertion et de probation dans l'étude d'impact sur la loi pénitentiaire, le manque de magistrats, le manque de fonctionnaires, c'est quelque chose qui est connu de longue date. Il y a un rapport du député Étienne Blanc qui était en cours de rédaction après un travail de longue haleine. Le député Étienne Blanc est un spécialiste de la question, M. Ciotti est spécialiste de la sécurité, M. Étienne Blanc est spécialiste de l'application des peines. Ce rapport... me dire qu'il ne travaille pas sur le bon rapport, M. Ciotti, quelque part. Mais d'un certain sens, oui, puisque ce rapport était attendu, il a été déposé le 16 février, alors que la lettre de mission de M. Ciotti date du 27 janvier. Je crois qu'il faut aussi noter qu'en ce qui concerne la construction de prisons et de places en détention, il y a eu des efforts qui ont été faits qui sont considérables et singulièrement... la France est l'avant-dernier pays de l'Europe en matière de places de prison. Oui, je rappelle que nous partons de très loin et qu'à l'époque, déjà Dominique Perben, garde des Sceaux, lance un grand programme de reconstruction, Rachida Dati continue et que nous aurons, fin 2012, à peu près 13 200 places de mémoire supplémentaires par rapport à ce que nous avions en 2007. Donc il ne faut pas dire qu'il ne se passe rien sur ce point-là, c'est important aussi. Ce rapport, quand même, c'est un durcissement. Donc on suppose qu'il y aura plus de prisonniers, en tous les cas des peines qui seront appliquées. D'un autre côté, il n'y a pas de place de prison. Il n'y a pas une incohérence? Non, mais la question, il y a une vraie difficulté dans l'appréhension des choses.
on ne parle pas toujours de la même chose. Il y a d'une part les principes de poursuite qui existent, il y a les décisions prononcées par les tribunaux et ensuite l'exécution de ces peines. Oui. Sur les peines, je le redis, inférieures à 2 ans, il y a un panel qui a été ouvert et notamment en particulier aussi qui concerne les mineurs, qui laisse au juge de l'application des peines, mais de façon transparente, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de façon transparente, la possibilité de faire exécuter ces peines sous différentes formes, avec la priorité du texte de 2009 était de dire il peut y avoir, dans certains cas, parce que la personnalité de la personne condamnée s'y prête, une alternative au placement en détention. Et singulièrement, c'est important lorsqu'il s'agit de personnes dont on espère que ce passage déviant peut quand même leur permettre de rebondir et d'aller mieux. Je crois que ça, il ne faut pas s'en priver. En revanche, sur la construction des places de prison, elles sont là. Après, la question, c'est de se donner les moyens d'appliquer les décisions et le texte de loi que nous avons voté en 2009. Toute la question est là. Madame Valton, soulignez ces moyens. Vous êtes vice-présidente, je l'ai dit, de l'Union syndicale des magistrats. Comment les magistrats ont perçu ce rapport? Parce que j'entendais M. Ciotti tout à l'heure sur Europe 1 à la radio, il disait « Moi j'ai auditionné une centaine de magistrats, c'est un geste de considération envers eux. » Est-ce que c'est perçu comme ça? Cette commande politique, elle a été faite le 27 janvier dans un climat qui était très difficile pour les magistrats et pour tous les personnels du monde de la justice, puisque c'était dans les suites de l'affaire Laetitia, cette affaire dramatique, où effectivement tous les professionnels étaient stigmatisés comme étant responsables de ce meurtre horrible. Et donc forcément, le rapport de M. Ciotti, il est accueilli dans ce contexte-là, avec encore une fois une commande sur une brève durée, alors une centaine d'auditions en l'espace de 4 mois, alors qu'il y avait déjà de nombreux rapports qui s'étaient accumulés, qui disaient tous exactement la même chose. Bon, encore une fois, c'est un rapport de plus et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'à un moment donné, il y ait un bilan qui soit fait des mesures concrètes qui étaient proposées dans ces différents rapports et qu'on sache ce qui est appliqué ou pas. Et enfin, à faire avancer les choses. Ce qui est intéressant, en revanche, dans le rapport, c'est aussi les moyens financiers qui sont estimés de l'ordre de 20 millions d'euros, sauf erreur de ma part, annuels. Bon, je crois que ça, c'est aussi la marque ou la volonté de donner les moyens supplémentaires pour remplir ces missions-là. Et ça, il ne faut pas le négliger. On le précise. J'ai une question plus générale. Sur le RSA, si vous avez suivi tout à l'heure le journal au début, il y a la réaction de Dominique de Villepin qui est assez violente, qui compare l'UMP au Front National. On parle de durcissement avec ce rapport. Vous êtes un membre de cette majorité. Est-ce que ces attaques vous touchent? Est-ce qu'elles vous semblent peut-être même justifiées, qu'il y a cette droitisation de votre parti? disait que tout ce qui est exagéré est insignifiant. Et je pense là pour le coup que Dominique de Villepin va beaucoup trop loin. Moi je me sens très visé par ce type de déclaration. Je ne suis absolument pas proche du Front National, au contraire extrêmement opposé à ce parti politique comme à tous les extrêmes d'ailleurs. Je me considère comme un gaulliste social et que je me sens très bien au sein de l'UMP avec cette démarche-là. Reste qu'il y a un débat qui s'organise à l'intérieur du mouvement et qu'il appartient à chacun de s'exprimer. Et lorsque nous ferons la synthèse comme nous le faisons actuellement dans les conventions qui se font, eh bien, on se retrouve unis. Mais je trouve le propos naturellement extrêmement exagéré et quand même, pour ne pas dire complètement déplacé. Merci beaucoup, messieurs, dames, et nous suivrons évidemment ce rapport, peut-être déjà avec vous une prochaine fois ici sur ce plateau pour voir les évolutions de ce rapport Ciotti. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, en tous les cas la dernière, c'était à 20h tout à l'heure, Manuel Valls qui a donc annoncé sa candidature aux primaires socialistes, une de plus ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Public Sénat à suivre votre émission Déshabillons-les qui revient sur l'affaire Dominique Strauss-Kahn, Diallo, le feuilleton judiciaire et les conséquences politiques. Je vous souhaite une belle soirée. À demain. Le maréchal Pétain arrive à Bordeaux plein d'arrière-pensées. En fait, il se prépare à prendre le pouvoir depuis longtemps. Pendant 3 journées de juin 40, s'est écrite l'une des pages les plus déterminantes de l'histoire de France. À la tête du gouvernement, réfugié à Bordeaux, Paul Reynaud veut poursuivre la guerre. Flottement, hésitation. Poussé par le général Végan et Pierre Laval, le maréchal Pétain finit par l'emporter et signe l'armistice. Le destin de la France a basculé. Juin 40, la République meurt à Bordeaux. Samedi à 22h sur Public Sénat.
lorsque nous nous retrouverons tous au travail, entre nous, l'estime reviendra. Et puis, face à un tel chantier, nous aurons tant besoin les uns des autres que nous finirons bien par nous aimer un tout petit peu. S'aimer un tout petit peu. Les socialistes y sont-ils parvenus? En tout cas, depuis la mise hors course de Dominique Strauss-Kahn, ils s'emploient à afficher l'image d'un parti uni dans l'adversité et en perspective des primaires. Mais que valent ces images? Qui tirera parti de cette nouvelle donne au PS et comment les uns et les autres ont-ils adapté leur posture à cette nouvelle donne? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, tout honneur, Martine, Ségolène, François et leurs amis, avec nous 4 invités. Gérard Grimbert, politologue, spécialiste du PS et directeur de recherche au CNRS. Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion à l'Institut CSA. Serge Effez, psychanalyste, pour décrypter ces changements d'attitude au PS. D'ailleurs, peut-on changer vraiment? On verra ça avec vous. Et enfin, Bastien Milot, fondateur de l'agence Big Malion, spécialisé dans le conseil et la communication, dont politique. Des politiques que vous connaissez bien d'ailleurs, puisque vous avez été directeur de cabinet de Jean-François Copé dans une vie antérieure. Donc, on compte sur votre regard de communicant pour mettre en perspective ces images. Tout d'abord, une belle photo de famille avec toute une brochette de leaders socialistes qu'on a pu voir côte à côte. C'était lors du grand événement au PS, celui de la ratification du projet. Alors, des images d'unité, mais avec quand même parfois quelques signes dissonants. Tout le monde à la télé a montré les images côté scène, mais nous nous sommes intéressés au contre-champ. Regardez. Je suis fier de pouvoir dire, chers camarades, la parole a été tenue grâce à vous. Alors bravo à vous tous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas le franc enthousiasme et ça continue comme ça pendant tout le discours. Qu'une candidature issue de nos rangs, porteuse de l'espoir attendu, puisse accéder l'année prochaine à la présidence de la République, c'est mon seul objectif. Alors, objectif louable, dirait-on, que quelqu'un de leur rang accède à l'Élysée et pourtant, eh bien, au premier rang, ils font tous la tête. Les candidats déclarés à la primaire applaudissent très mollement. Pour Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, quant à François Hollande, eh bien, il n'applaudit pas du tout. On dirait presque que c'est ostentatoire. Alors, Bastien Milot, spécialiste des communications, que pensez-vous de ces images? Est-ce qu'elles viennent contredire le message d'unité envoyé ces derniers temps? En tout cas, elle le contredit assez fortement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais François Hollande tient même une espèce de carton rouge entre les mains. Oui, qui plutôt Serge Effez qui doit nous dire si c'est un acte manqué ou pas. Mais tenir un carton rouge assorti à la veste de Martine Aubry. Ah, peut-être, c'était pour l'assortiment. Non, sur le fond, on sent que l'ambiance n'est pas à la franche camaraderie. Alors, dans le